Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet franchement intense. On plonge au cœur d'un véritable thriller médical, Ouais, le mot est bien choisi. n'est-ce pas? Le but aujourd'hui, c'est pas de lire un manuel médical poussiéreux, on va décoder ensemble un document de protocole d'urgence vitale. C'est le Aortic Dissection Blueprint. Le protocole de la dissection aortique aiguë. Exactement. Et l'idée, c'est d'extraire de ces données cliniques la mécanique pure, comprendre comment le corps humain réagit à une défaillance mécanique aussi critique. Et surtout, comment une chaîne humaine de soignants s'organise pour la survie. Je suis très heureux d'en discuter avec notre experte médicale aujourd'hui. Merci, je suis ravie d'être là, parce que ce document, il est captivant. C'est pas juste de la chirurgie cardiaque. C'est bien plus que ça. Mais en fait, c'est une leçon magistrale sur la prise de décision sous une pression extrême. On parle de la reconnaissance des modèles, ce fameux pattern recognition, et surtout de l'importance vitale d'éviter les biais cognitifs en médecine. Et on va voir que ces biais, ils peuvent être mortels. Ah oui, absolument. C'est une pathologie où le chaos biologique est total. Le médecin a très peu de temps pour transformer cette panique en une série d'actions millimétrées. Alors décortiquons ça. Commençons par la plomberie interne, si je peux dire. La mécanique de la crise. Allons-y. L'aorte, bon, on le sait, c'est le grand tuyau sous pression du corps. C'est l'autoroute principale. Et tout commence souvent par une déchirure de l'intima. L'intima, c'est la couche la plus interne de la paroi. C'est ça. Et ça se produit souvent à 3 ou 4 cm juste au-dessus des valves aortiques. Et ce qui est fascinant ici, c'est que le sang, sous pression, va s'infiltrer. Il s'engouffre dans la brèche. Voilà, il s'engouffre et il va littéralement cliver la paroi aortique. Il sépare la média, la couche intermédiaire, et ça crée ce qu'on appelle un faux chenal. Une voie parallèle, en gros. Exactement, le sang circule dans le vrai chenal et dans ce faux chenal qui, lui, est très fragile. C'est une vraie bombe à retardement. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas toujours cette grosse déchirure initiale évidente. Non du tout. Et ça, c'est un piège. Il y a des variantes critiques comme l'hématome intramural ou l'ulcère athéromateux. L'hématome intramural, c'est quand l'épaisseur dépasse les 7 mm, c'est ça? Ouais, à l'épaississement de plus de 7 mm. En fait, pour imager, imagine un mur porteur, D'accord. La dissection classique, c'est une grosse fissure sur le mur. Mais l'hématome, c'est comme si les briques s'effritaient de l'intérieur. sans qu'on le voie. De l'extérieur, le plâtre a l'air intact. Mais la structure est complètement morte, ça peut s'effondrer à la seconde. C'est effrayant. Et ça nous amène au grand piège mis en évidence dans les sources. Le mimétisme mortel de cette crive. Le grand mimétisme, oui. La dissection aortique ressemble à s'y méprendre à un infarctus du myocarde, une crise cardiaque. Et c'est là que tout bascule aux urgences. Parce que les deux provoquent une douleur thoracique absolument extrême. Mais se tromper, c'est fatal. C'est une alerte rouge absolue. Si tu as un patient qui arrive avec une douleur atroce, le réflexe naturel, c'est de penser à l'infarctus. C'est le biais de disponibilité. C'est ce qu'on voit le plus souvent, le saignement, et c'est terminé. Du coup, les urgentistes utilisent une matrice de triage très stricte. On va la passer en revue parce que c'est hyper intéressant. Oui, il faut chercher les dissonances. Pour la dissection, la douleur est décrite comme déchirante, et surtout maximale d'emblée. C'est pas une douleur qui monte progressivement, c'est un coup de tonnerre immédiat. Un coup de tonard, et elle migre vers le dos ou les lombes. Elle suit le trajet de la déchirure le long de l'aorte, oui. Et l'autre point capital, c'est l'asymétrie de tension. Ah oui, la différence de pression entre les deux bras. Parce que la déchirure coupe l'alimentation d'une des artères des bras. Et puis, contrairement à l'infarctus, cette douleur, elle ne cède pas du tout aux dérivés nitrés. Alors que l'infarctus typique, c'est une douleur constrictive, comme un étau. Voilà, un étau qui irradie vers le bras gauche ou la mâchoire. Mais il y a d'autres faux amis dans cette matrice. La péricardite aiguë, par exemple. La péricardite, c'est une inflammation autour du cœur. Là, la douleur brûle, mais elle est calmée si la personne se penche en avant. C'est très mécanique, en fait, et aggravé par l'inspiration. Tout à fait. Et on a aussi l'embolie pulmonaire. L'embolie, c'est le caillot dans les poumons. Douleur brutale, respiration très rapide, la tachypnée, parfois avec une phlébite dans les jours d'avant. C'est un vrai champ de mine diagnostique. Il faut être d'une vigilance paranoïaque. Bon, une fois qu'on a le bon diagnostic, on doit cartographier le danger. C'est là qu'entrent en jeu les classifications de Stanford et de Bacchi. La géographie de la déchirure dicte l'action. C'est la règle d'or. Stanford type A d'un côté. Et Stanford type B de l'autre. Le type A, c'est l'urgence chirurgicale absolue. Ça implique l'aorte ascendante, la partie juste à la sortie du cœur. Et là, on se pose pas de questions. Aucune. Chirurgie immédiate. On ouvre le thorax parce que le risque que ça remonte dans le cœur ou les coronaires est immense. Et pour le type B alors? Le type B, ça épargne l'aorte ascendante. Ça touche l'aorte descendante après l'artère sous-clavière gauche. Et là, l'action est différente. Très différente. C'est d'abord une urgence médicale. L'objectif, c'est de faire baisser la tension artérielle par des médicaments. On ne fait une approche endovasculaire, la pose de stent, que s'il y a des complications. Des complications comme une mauvaise perfusion du système digestif. Ou une ischémie des jambes, oui. Et c'est là que les données deviennent vraiment passionnantes. On a regardé les profils de risque et la chronobiologie. Qui est touché et quand? Les données du registre IRAD sont très claires là-dessus. Oui, 37% des apparitions de symptômes se produisent dans une zone rouge, entre 6h du matin et midi, C'est presque 4 cas sur 10. contre seulement 13% en pleine nuit. C'est dingue cette différence. En fait, c'est directement lié au rythme circadien. Le matin, on a des pics de tension artérielle physiologiques. Le corps se réveille. C'est ça. Il y a une décharge de catécholamine, de cortisol. Sur une aorte saine, ça passe. Mais sur un terrain fragilisé, c'est l'impact de trop. Et ce terrain essentiel, c'est souvent une hypertension artérielle non stabilisée. L'hypertension, c'est le facteur numéro 1. Après, on a aussi le syndrome de Marfan, le diabète. On note aussi un profil typique. Des hommes, dans 65 à 70% des cas, avec cette douleur brutale classique. Oui, mais attention au profil féminin. C'est le point noir de ces statistiques. Le pronostic est beaucoup plus sombre pour les femmes. Absolument. Chez la femme souvent âgée de plus de 70 ans, le diagnostic est retardé d'environ 5 heures. 5 heures? Mais c'est une éternité pour une urgence pareille. C'est un retard dramatique. Et la mortalité augmente à chaque heure qui passe. Et pourquoi ce retard? Parce que la douleur est souvent moins brutale, perçue comme atypique. Le risque chirurgical grimpe en flèche. 38% de mortalité contre 23 chez les moins de 70 ans. Des symptômes. Surtout que la déchirure, c'est que le début. C'est l'effet domino. Si on le relie ça à la vue d'ensemble, c'est évident. La déchirure va couper l'alimentation des autres organes en s'étendant. Les signes d'extension. Le cerveau avec le risque d'AVC massif. Le cœur aussi. On a un nouveau souffle d'insuffisance aortique dans 44% des types. Et le risque de tamponnade. La tamponnade, c'est quand le sang remplit le péricarde et écrase littéralement le cœur. C'est l'arrêt cardiaque imminent. On parlait aussi de l'asymétrie de tension dans les bras et de l'ischémie aiguë dans les jambes. Perte de pouls, jambes blanches, froides. C'est tout le système vasculaire qui s'effondre morceau par morceau. Face à ça, comment on confirme la rupture sans perdre de temps? C'est quoi l'arsenal d'imagerie?
Le standard absolu, c'est le scanner injecté. Scanner avec produit de contraste. Oui, il faut voir les vaisseaux en détail. C'est rapide et ça cartographie parfaitement la déchirure. Et l'échocardiographie transœsophagienne, les TO, on l'utilise quand? Pour un TIPA, ça peut être très utile au lit du patient. Mais attention, il faut une sédation lourde. Ah oui, parce que passer une sonde dans l'œsophage, ça provoque du stress. Du stress, des hauts le cœur et donc des pics de tension. Exactement ce qu'on veut éviter pour ne pas faire exploser l'aorte. Et une fois l'image obtenue, c'est une véritable course de relais, le routage hospitalier. Un relais de haut niveau. Urgentiste, puis radiologue, puis cardiologue, chirurgien, réanimateur. Le patient est transféré par le SAMU directement au bloc opératoire. Avec un bilan préopératoire express pendant le trajet. Pas le temps de faire les choses de façon classique. Alors on arrive au bloc, le protocole de stabilisation et la réparation. On ne peut pas ouvrir direct. Non, il y a un objectif fait strict avant d'inciser. Maintenir la tension artérielle systolique entre 100 et 120 mm de mercure. C'est super précis. Et c'est de la haute voltige pharmacologique. On va d'abord utiliser des bêta-bloquants. Des trucs comme l'athénolol ou l'esmolol. Voilà. Le but, c'est de freiner le cœur. Un inotropisme négatif. On veut diminuer la force avec laquelle le sang vient frapper la paroi déchirée, le fameux DPDT. On réduit l'impact du marteau, en gros. C'est ça. Et c'est seulement après avoir freiné le cœur qu'on donne des vasodilatateurs comme la nicardipine pour faire baisser la pression globale. Sinon, le cœur compenserait en battant plus fort. Et ça aggraverait la dissection immédiatement. Impressionnant. Et une fois stabilisé, on répare. Pour le type A, comment ça se passe l'architecture de la réparation? L'approche la plus simple et rapide, c'est le tube en dacron. Un tube synthétique. C'est ça, on remplace la partie ascendante. C'est rapide, mais il y a un risque d'évolution anévrismale de 10 à 20% à 10 ans. Et si la base est vraiment touchée, on fait la technique de Bentall. Le Bentall, oui, remplacement complet de la racine de l'aorte avec une valve mécanique. C'est radical, mais ça impose des anticoagulants à vie pour le patient. Exactement, à cause de la valve mécanique. Et il y a cette technique incroyable dont parlent les documents, la technique de David. Ah, l'intervention de David. C'est l'élégance chirurgicale absolue. Ça m'a émerveillé en lisant ça. Remplacer la base de l'aorte tout en conservant la valve naturelle du patient. On réimplante la valve native à l'intérieur du tube prothétique. Le gros avantage, c'est pas d'anticoagulant à vie. Mais c'est hyper complexe, non? C'est d'une complexité technique inouïe. Il faut se rappeler qu'on est souvent au milieu de l'ennui, les tissus sont inflammatoires, gorgés de sang. C'est de la dentelle dans un champ de bataille. C'est exactement ça. Parfois, le chirurgien doit faire le choix de la sécurité et opter pour un Bentall plus rapide pour assurer la survie. La survie avant l'élégance, c'est tout à fait logique. Oui, le pragmatisme sauve des vies. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? On voit bien que face à une dissection aortique aiguë, l'intuition clinique seule du médecin ne suffit pas. Non, elle est même dangereuse. Il faut un tableau de bord mental ultra précis. Gardez en tête cette triade douleur migrante plus hypertension plus asymétrie tensionnelle. C'est le seul moyen de déjouer ce grand mimétisme de l'infarctus. Et ça demande une logistique hospitalière ultra coordonnée. Cela soulève une question hyper importante sur la médecine d'urgence en fait. Mais ça illustre la beauté de la médecine moderne à mon sens. Comment ça? C'est notre capacité humaine à prendre un chaos biologique absolu, fatal, et à le transformer en une série d'étapes algorithmiques très précises. C'est l'organisation d'un système entier pour arracher un individu à la mort. Et c'est une réflexion fascinante pour conclure cette session. Mais avant de se quitter, j'aimerais soumettre une pensée un peu provocatrice à ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. On a vu que la zone rouge des ruptures aortiques survient à 37% le matin, entre 6h et midi. Oui, au moment du réveil physiologique. Exactement, le corps se prépare à l'action. Mais on peut légitimement se demander à quel point le stress psychologique et sociétal moderne qu'on vit tous agit là-dessus. Tu parles de la routine du matin? Ouais, le réveil brutal sous alarme, le trajet dans les bouchons, l'anticipation anxieuse de la journée de travail, tout ça déclenche des pics de stress massifs. Des décharges de cortisol bien au-delà du simple réveil naturel. C'est ça. Et ça agit silencieusement comme un test d'effort quotidien sur l'architecture physique de nos artères, sans même qu'on s'en rende compte. C'est une usure mécanique invisible. Exactement. C'est peut-être une vraie invitation à repenser notre rapport au stress dès le saut du lit, et à ralentir un peu le matin. C'est une excellente piste de réflexion en effet. Merci beaucoup d'avoir décrypté cette urgence vitale avec une telle clarté aujourd'hui. Très vite pour une prochaine plongée au cœur de la science médicale.